Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 8e rendez-vous pro qui sera consacré sur ce mois de novembre à la présentation du dispositif APV, donc l'assistance au projet de vie. Donc déjà merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation et je remercie aussi vivement Monsieur Lamotte et Madame Goumi qui seront donc nos hôtes pour partager ce temps-là, la présentation et qui assureront donc l'animation. Avant donc de leur donner la parole et pour donner un petit peu de contexte, c'est toujours bon de rappeler voilà, que la loi de 2005 sur le secteur du handicap a posé le principe donc de la formulation du projet de vie pour une personne en situation de handicap et autres, et comme étape pardon, préalable pour accéder au dispositif de compensation. Donc il y a toute une réflexion et tout un travail autour donc de ce projet de vie qui est parfois assez difficile pour la personne, certes, qui se retrouve en situation de handicap, ce qui peut s'entendre, ce qui n'est pas forcément toujours simple aussi dans la famille, et qui parfois est un petit peu trop spécialisé quand on le fait avec les professionnels qu'il peut y avoir autour. D'où la création, il y a peu, mais vous allez nous dire quand, enfin il y a peu, il y a quelques années maintenant, mais vous allez nous dire quand, de ce dispositif d'assistant au projet de vie et d'accompagnant au projet de vie. Ça va sans dire que ça va permettre justement à la personne de pouvoir accéder à ses droits fondamentaux, hein, au droit à sa parole, tenir compte de sa parole, etc., etc. Mais je vous laisse nous en dire bien davantage et bien mieux que moi. Et donc sur ces paroles, je vous la laisse, donc Madame oui, et Monsieur Lamotte. Merci encore à vous. Merci. Merci. Alors, je vais partager mon écran et puis vous allez me dire si on est bon sur les aspects techniques. Alors, est-ce que vous voyez bien? On voit votre écran, mais en écran, je sais C'est pas en plus, je pleine sais pas. page, là. Voilà, vous n'êtes pas en pleine page. On n'est pas en pleine page. Alors, je reprends. Je profite de ce petit laps de temps pour vous rappeler, bien évidemment, à mettre dans le chat toutes vos questions, vos remarques au fur et à mesure. Alors, certes, il y aura un temps qui sera prévu à la fin, mais s'il y a des choses qui vous viennent ou autres, ça sera intégré donc, dans l'animation. Donc, voilà, n'hésitez pas à communiquer via le canal conversation. Super, Bon. là, on vous voit comme il Est-ce faut. que là, on est OK? On est bon. Enchantée à tous, donc Jennifer Gumi, je suis responsable du dispositif d'assistance au projet de vie sur le département des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Et je suis avec donc Nicolas, facilitateur de choix de vie sur le département des Bouches-du-Rhône et prochainement à temps plein sur le Vaucluse. Donc l'idée c'est qu'on puisse un peu vous présenter qui nous sommes. Alors sans la redite effectivement du pourquoi on existe, on va vous expliquer un petit peu le contexte de l'émergence de ce dispositif en France et puis après concrètement à quoi on peut répondre et que font les facilitateurs de choix de vie sur un territoire. Alors n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On a essayé de s'organiser pour que je puisse avoir les questions si au fur et à mesure de la présentation, questions ou remarques, hein, qu'on puisse y répondre au fil de l'eau. Et puis sinon, à la fin de la présentation, il y a un temps sur lequel on pourra répondre aussi à vos questions. Ah bon, c'est un micro. Pardon, j'ai cru qu'il y avait une question. Donc le dispositif d'assistance au projet de vie, donc ça, en France, il a une dizaine d'années. Il est émergé en 2016, venant en fait d'un constat, si vous voulez, national. Alors qui vient effectivement dans le cadre de la loi, sans faire des redites, de la loi 2005 autour de la question du projet de vie. Mais aussi du rapport Pifto qui a été paru en 2014 sur des parcours, la notion de parcours et de la rupture de parcours, et vient aussi s'inscrire dans une logique de transformation dans le secteur médico-social. Donc le Conseil national du handicap en 2023 a préconisé un changement de paradigme assez important dans ce secteur-là, passant d'une logique d'une logique d'offre assez cloisonnée finalement à un décloisonnement de cette offre-là.
Et du coup, les dispositifs d'assistance au projet de vie, plus largement d'appui à l'autodétermination, viennent comme un levier de cette transformation de l'offre médico-sociale. Et on reviendra au fil de l'eau dans comment concrètement on peut participer à cette transformation de l'offre. Donc les dispositifs en France sont inscrits dans la feuille de route ministérielle donc, de cette transformation donc depuis maintenant 2 ans. Donc les dispositifs d'assistance au projet de vie, ce sont des services de proximité qui viennent avec une modalité un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de l'offre médico-sociale à proprement dit, donc de l'offre plus généralement, mais on se situe plutôt aux côtés de la demande. Donc des personnes en situation de handicap ou des personnes concernées par le handicap, donc ça s'adresse aussi aux familles concernées par le handicap et aux proches aidants. Donc ce service-là, qui se situe aux côtés de la demande, aide toutes les personnes concernées par le handicap à se projeter et à exprimer leurs attentes, préciser leurs demandes, voilà, pour pouvoir élaborer ce projet de vie et de la manière dont il pourrait se construire avec les acteurs du territoire. Le facilitateur de choix de vie, donc, qui soutient l'expression du projet de vie des personnes en situation de handicap ou de leur famille pour leur aider, auprès de tous les acteurs du droit commun, mais aussi spécialisés, avec bien sûr une vocation inclusive. Le facilitateur de choix de vie est donc un professionnel qui est indépendant de l'offre, hein, c'est-à-dire qu'on se situe bien du côté de la demande et en termes de réponses concrètes, on n'en a en tous les cas pas à notre niveau, mais on donne les moyens à l'autre de trouver sa propre solution qu'on va vous expliquer juste après. Voilà, là c'était un petit peu pour le cadrage d'où viennent ces dispositifs. Donc c'est finalement d'avoir créé alors un dispositif mais un métier, parce que le métier de facilitateur de choix de vie a aussi une dizaine d'années en France et est reconnu par une certification et qui est dans le répertoire maintenant national des métiers depuis quelques mois seulement, même si c'est un métier qui a un recul de 10 ans. Voilà, pour pouvoir répondre et inverser cette logique d'une offre qui s'imposerait à une demande, donc dit autrement des établissements ou des solutions qui seraient pensées pour des personnes et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on se focalise en tous les cas sur le dispositif de la demande et on va chercher dans l'offre qu'est-ce qui peut exister ou qu'est-ce qui peut être créé, avec une forte volonté des politiques publiques de basculer d'un modèle de protection d'une déficience, d'une compensation, à un modèle de valorisation des compétences et à vocation inclusive. Sur le contexte, donc je vous en ai donné un petit peu quelques chronologies. Donc ça a démarré en France en 2016, donc sur 3 régions en France, par un travail expérimental dont nous avons fait partie. En tous les cas, le territoire varois. Il y a eu un travail donc de 4 années qui a amené un groupe de travail national et qui a donné un cadre de référence au dispositif. Donc il y a eu la création d'un dispositif, alors qu'il n'y avait pas ce nom-là aujourd'hui, mais c'est peut-être pas là ce qui nous intéresse le plus, mais en tous les cas, maintenant sur le territoire français, tous les dispositifs s'appellent dispositifs d'assistance au projet de vie ou dispositifs d'appui à l'autodétermination. Ayant des termes différents, nous avons le même cahier des charges et la même mission, peu importe la région où nous nous trouvons en France. Donc en 2022, il y a eu donc la publication du cadre de référence et le démarrage des formations de ces professionnels, des facilitateurs de choix de vie qui composent uniquement le dispositif. On n'a pas d'équipe pluridisciplinaire, c'est uniquement ce métier-là qui est présent dans nos dispositifs. Et les années donc, de 2022 à 2025, l'Agence régionale de santé qui finance nos dispositifs nous ont demandé de déployer dans l'ensemble de la région ce dispositif-là. Donc là, en 2025, chaque département de la région PACA est doté d'un dispositif d'assistance au projet de vie avec des professionnels qui sont sur les territoires.
Petit zoom sur notre région. Donc, c'est deux associations médico-sociales qui portent notre dispositif sur la région. Donc, le groupe Human, qui est une association qui se situe dans le Var, qui porte nos dispositifs, et Trisomie 21 Côte d'Azur sur les 3 autres départements alpins. Donc, on a 3 responsables donc, qui pilotons l'action sur l'ensemble de la région, avec une co-direction, donc 1 par association, et une vingtaine de faciliteurs de choix de vie à aujourd'hui, avec un prorata des professionnels en fonction de la population. Donc là, sur les Bouches-du-Rhône, il y a actuellement 6 faciliteurs de choix de vie pour notre département. Et dans le Vaucluse, parce qu'il me semble qu'il y a des acteurs là qui sont présents du Vaucluse, si je ne me trompe pas, il y a un professionnel, donc qui est Nicolas Lamotte, qui va passer à temps plein au mois de janvier sur ce territoire-là. Donc voilà, le dispositif est porté par l'Agence régionale de santé et la CAF. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc ce dispositif il s'adresse à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, peu importe leur handicap et peu importe leur âge. Donc il n'y a pas non plus de durée dans le temps sur les modalités, c'est-à-dire qu'une personne concernée par le handicap peut solliciter le dispositif à n'importe quel moment dans son parcours de vie. Il n'y a pas de durée limite dans le temps, et il n'y a pas non plus de conditions particulières pour entrer en lien avec un facilitateur de choix de vie, si on sait que ça correspond aux besoins de la personne. Il n'y a pas besoin de notification MDPH ou d'orientation de la MDPH pour entrer dans le dispositif. Donc pas de notification, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas eu encore la reconnaissance de son handicap par la MDPH peut entrer dans le dispositif et bénéficier d'un soutien par un professionnel. Donc ça peut s'adresser aussi tout à fait à bon nombre de familles d'ailleurs qu'on soutient qui apprennent le handicap de l'un de leurs enfants ou d'un proche et qui se questionnent autour de cette notion-là, de faire reconnaître ou non le handicap et mieux connaître finalement le secteur et voir vers qui elle pourrait se tourner. Voilà. Donc pas besoin de reconnaissance, avec une limite quand même d'1 année à un moment donné où il va falloir qu'il y ait une reconnaissance de l'MDPH pour qu'on puisse nous continuer à être en soutien à partir du moment où la MDPH ne reconnaît pas le handicap de la personne, le soutien par nos services doit s'arrêter. Ce qui nous est encore jamais arrivé, mais c'est quand même important que je puisse le préciser. Donc voilà, donc un public concerné par le handicap, en fait, qui va se questionner autour de son projet de vie, alors qui peut être un grand mot, mais finalement qui a des besoins, des envies, parfois qui a simplement une demande et qui a besoin un peu de faire le point ou d'avoir un soutien sur qu'est-ce qui pour moi est une priorité. Est-ce que j'ai besoin de faire le point sur mon projet et avec qui, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui existe, voilà, toutes les questions en fait qui tournent autour du projet, donc qui touchent à tous les domaines, je dirais, d'une vie humaine. Donc ça peut être autant sur des sujets qui touchent l'école, donc autour de la scolarité, mais aussi de l'insertion professionnelle, de l'habitat, de santé, de la vie affective et sexuelle, de loisirs, de ma vie sociale. Voilà, les domaines sont très larges. Et on va pouvoir proposer un espace neutre de réflexion à la personne sur un projet, un désir, un envie, un rêve. Voilà. L'idée, c'est que nous, on va se centrer sur l'expression de la personne par rapport à son projet. C'est quoi les aspirations réelles de la personne ou de la famille, et on va aller avec elle chercher les moyens concrets qu'elle peut solliciter pour pouvoir mettre en œuvre son projet de vie. Et la dernière, je dirais, phase, ça va être la personne qui aura fait le choix de mobiliser telle ou telle ressource. On peut être en soutien sur l'expression de ce projet-là ou de cette demande auprès de la personne qui irait vers le droit commun ou droit spécialisé pour la réalisation de son projet. Donc l'assistant au projet de vie, j'ai essayé de vous présenter sous des slides un peu plus concrètes
Ça se concrétise en fait par des rencontres, alors qui sont ou physiques ou par des échanges par téléphone, mais aussi par mail ou par réseaux sociaux. C'est-à-dire que la première rencontre se base sur un espèce d'échange libre, avec un temps consacré à place et rôle de chacun autour d'un projet ou d'une demande, où il va être défini toutes les modalités de coopération, ce qu'on appelle, donc comment on va travailler ensemble, qui fait quoi autour d'une demande ou de ce qui va être exprimé. Il y a un temps qui est consacré sur les modalités de rencontre, les lieux de rencontre, puisque c'est les personnes qui décident aussi des lieux de rencontre. Est-ce que c'est à domicile? Est-ce que c'est avec un partenaire? Est-ce que c'est à une terrasse de café? L'idée, c'est vraiment d'être là où les personnes sont le mieux pour pouvoir s'exprimer. Donc on part d'une page blanche, finalement, on va faire avec ce que la personne va pouvoir exprimer sur cette première rencontre, de là où elle en est, de ce qui pose difficulté ou pas, de là où elle veut aller, c'est quoi son projet ici maintenant, ou dans 6 mois, ou dans 20 ans. Voilà, l'idée c'est qu'on part vraiment d'une page blanche, comme on dit. Après avoir défini un petit peu sur le comment on va travailler autour de ça, il y a alors une charte de coopération qu'on a co-construite. Ça rappelle simplement notre place aux côtés de la personne. L'idée, c'est qu'on va cheminer avec elle et faire avec en fonction de son rythme à elle. Donc, c'est elle qui va aussi donner le rythme de ce soutien-là. Et c'est pas l'inverse. C'est pas nous qui allons donner le rythme, mais par contre, c'est des choses qui sont échangées très régulièrement en entretien sur la manière dont on travaille ensemble. Donc, il va y avoir un temps d'échange autour de la demande initiale. Alors, les demandes initiales peuvent être souvent parfois les mêmes, sous des grands thèmes. Donc j'ai une demande par rapport à l'habitat, j'ai une demande par rapport à mon projet d'insertion professionnelle ou ma vie familiale. On va aider la personne en fait à préciser cette demande-là. Cette demande-là fait écho à quels besoins ou quelles attentes. Voilà, pour que la personne puisse peut-être y voir aussi plus clair et voir en quoi ça correspond à quel besoin et du coup vers quoi elle va pouvoir, comment elle va pouvoir y répondre. Ensuite, on a... Excuse-moi, Jennifer, si je peux juste rajouter une Oui, petite chose bien par sûr. rapport à cette première rencontre. Des fois, on va sortir d'une première rencontre, on n'aura pas rempli toutes les cases. C'est vraiment une rencontre qui peut se faire en plusieurs phases, en plusieurs fois, on va dire même. Des fois, la première rencontre, ça va être ne serait-ce que arriver à communiquer correctement, arriver à trouver un système de communication qui puisse fluidifier la parole. Et voilà. Et donc, ça peut prendre plusieurs temps, cette première rencontre. Excuse-moi, juste. Oui, tout à fait. Non, mais merci Nicolas de la précision. Effectivement, je crois que je l'avais mis voilà, sur la deuxième slide, mais c'est très bien, ça me permet de faire la transition sur l'importance de l'accessibilité dans la communication, puisque les facilitateurs de choix de vie, donc comme Nicolas a très justement précisé, il y a un travail assez conséquent sur la compréhension de l'autre dans la communication. C'est-à-dire que déjà, on s'assure que dans la communication, on se comprenne bien. Donc il y a un gros travail des facilitateurs de choix de vie aussi sur des outils, alors où que la personne nous amène en termes de communication pour qu'on soit bien sûr qu'on se comprenne dans les deux sens, ou alors de la création d'outils qui nous permettent avant, je dirais, de rentrer dans le vif du sujet, aider l'autre à s'exprimer, à élaborer un projet, passe forcément par une communication qui est accessible pour l'autre. Donc voilà, il y a effectivement tout un travail autour de la communication accessible, avec alors je dirais une spécificité de ce métier-là, c'est l'expertise projet. Donc comment on fait émerger aussi parfois des envies par rapport à un projet ou très précis ou très flou, ou une envie de projet mais il n'y en a pas, ça va être sur des questionnements très ouverts. L'idée, c'est de ne pas influencer l'autre dans sa réflexion, mais bien de la guider pour que quelque chose émerge. Donc, s'appuyer sur les compétences aussi de la personne et de son parcours et faire des recherches ensemble par rapport à un projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que le facilitateur de choix de vie fasse des recherches et puis amène, je dirais,
une matière comme ça brute à la personne, mais bien un travail de collaboration, parfois sur des répartitions aussi des tâches, donc ça qui est discuté sur des modalités de coopération. Vous avez tel projet qui se précise, il va falloir qu'on aille chercher qui fait quoi dans le secteur qui va pouvoir y répondre à votre besoin. Et donc là, c'est un travail de recherche qui se fait finalement en binôme. Alors, il y a des comptes rendus aussi sur chaque entretien entre un facilitateur de choix de vie et une personne ou famille, dans l'unique objectif que la personne puisse voir l'évolution de sa réflexion. Donc, on a un logiciel propre au dispositif. Donc, alors là, c'est propre à la région, pardon, parce que là, au niveau national, chacun a son logiciel. Donc là, sur la région PACA, on a un logiciel, je dirais, à double entrée, c'est-à-dire que tout ce qui est saisi du côté du facilitateur de choix de vie ou de la personne, chacun y voit la même chose de manière transparente, et sur l'élaboration, on peut venir alimenter via ce logiciel-là un peu la continuité, ou en tous les cas l'avancée d'un projet ou de plusieurs projets. Tout à l'heure, je l'ai précisé, mais sur la rencontre et la fréquence des entretiens, ça va être la personne qui va être un peu pilote de tout ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de fréquence type, il n'y a pas de temps type d'entretien. L'idée, c'est qu'on puisse être, nous, présents à chaque fois que la personne en a besoin. Donc ça peut être une rencontre par semaine, comme une rencontre par mois, ou comme 2-3 rencontres par an. Voilà, il n'y a pas de règle, je dirais, par rapport à ça. C'est vraiment qu'on soit à l'écoute des besoins de la personne qui émergent. Et voilà, c'est des choses qui d'ailleurs ne se prévoient pas. Voilà, mais c'est nous qui répondons à une demande de la personne. Donc on passe ensuite dans alors j'en ai un petit peu parlé, mais ça me permet d'aller un peu plus loin sur la construction finalement d'un projet. Donc le facilitateur de choix de vie a aidé la personne à y voir un peu plus clair sur le projet, comment elle voyait ça, avec qui répondent à quels besoins. Et après, il va falloir identifier en première intention quelle personne elle a envie qu'il soit autour de la table pour pouvoir aller plus loin dans ce projet-là. Donc ça peut être tout autant des professionnels, mais que aussi d'autres liens ou d'autres ressources qu'elle aurait autour d'elle. Et définir les rôles et les places de chacun autour de ce projet-là, avec l'ADN du dispositif qui est bien sûr d'amener la personne en situation de handicap à pouvoir prendre pleinement sa place dans des échanges autour de son projet, donc avec des modalités aussi d'accessibilité, mais en tous les cas que quand il y a des échanges qui la concernent elle, ou des décisions qui se prennent avec elle, qu'elle puisse être là et qu'elle puisse en comprendre en tous les cas les enjeux et les échanges. Donc c'est une co-construction du projet avec la personne, la famille, parfois les professionnels, et puis le facilitateur de choix de vie qui est aussi là parfois pour faciliter ou les échanges ou la compréhension parfois du cheminement. Tout ça pour pouvoir soutenir l'expression de la personne sur le projet qu'elle souhaite mener à bien, en s'appuyant sur l'expertise de la personne et de sa famille. Alors ça, c'est assez important aussi, c'est-à-dire que le regard de la personne en situation de handicap qui est concernée par le projet, sa famille, va avoir un regard complémentaire par rapport à celui du professionnel. Et le rôle du facilitateur de choix de vie est aussi de garantir cela. C'est-à-dire que tous les points de vue soient partagés, entendus et compris par tous, que ce soit les professionnels, à l'intérieur même d'une famille et avec une personne en situation de handicap. Temps d'échange et de construction avec chaque membre de la famille, voilà, ça vient finalement préciser là ce que je viens de vous exprimer. Soutenir l'élaboration du projet, soutenir le développement du pouvoir d'agir. Alors pour pas renommer ce mot autodétermination, qui est employé massivement par beaucoup de personnes. Donc je fais toujours très attention finalement maintenant avec ce mot. Néanmoins, c'est quand même ce qui guide notre dispositif, c'est-à-dire soutenir l'autodétermination d'une personne, alors qui se réduit
c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui, mais quand même je le précise, qui réduit pas à faire des choix. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus finalement complexe que ça. Mais voilà, en tous les cas, c'est ce qui va guider notre intervention en permettant à la personne d'identifier les acteurs du territoire, le qui fait quoi, qui peut répondre à mon projet. Ce travail-là auprès de la personne, qu'elle puisse comprendre le qui fait quoi, c'est une manière de soutenir l'autodétermination d'une personne. Ouvrir le champ des possibles, alors ça c'est-à-dire que c'est aussi un principe d'intervention du facilitateur de choix de vie, c'est-à-dire on ne trie pas au volet des acteurs par rapport à ce qu'on aurait analysé d'une situation loin de là, mais en étant à l'écoute de ce qui s'exprime, on va toujours ouvrir sur tout ce qui est possible, donc de manière très très large, pour que la personne puisse piocher dans tout ça et pouvoir choisir elle-même l'acteur qui correspondrait le mieux par rapport à ses attentes et à l'idée qu'elle s'en fait. Donc nous, on va simplement ouvrir le champ des possibles et préciser parfois certains rôles ou aller très loin dans l'explication de tel ou tel acteur pour que la personne puisse s'en saisir ou non. Soutenir l'accès aux droits, alors c'est en informant peut-être de manière un peu plus classique, mais les droits d'une personne en situation de handicap, alors que ce soit dans la rendre légitime, parfois dans la demande qu'elle a, ou l'informer, voilà, je dirais peut-être de manière plus classique, par rapport à ce qu'elle exprime, quels sont ses droits et comment elle peut y avoir accès. Préparer et soutenir une prise de parole, j'en ai échangé tout à l'heure. Ça va être aussi une manière de soutenir l'autodétermination d'une personne, c'est-à-dire quel outil et quels moyens elle a pour pouvoir exprimer une demande peut-être plus claire par rapport à un acteur qui pourrait y répondre. Parfois, on a des personnes qui vont faire une demande à un acteur, qui peinent à y répondre, mais parce que finalement, c'est pas dans ses missions. Et donc, il y a un peu un parcours du combattant autour du qui fait quoi. Et voilà, on me renvoie que c'est pas moi, que je peux pas. Voilà, parce que parfois, la place et rôle de chacun par rapport au projet n'est pas si clair que ça pour la personne. Tout ça pour pouvoir permettre à la personne de faire des choix éclairés et qu'elle soit acteur de la mise en œuvre de son projet. Oui, acteur, mais surtout aussi auteur, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment elle qui a été, qu'elle est tenant, aboutissant et qui garde le cap, je dirais, de son projet. Donc le facilitateur de choix de vie, fil rouge tout au long du parcours. Alors je vous l'ai dit un petit peu en introduction, donc c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on puisse être nous ressources à n'importe quel moment d'un parcours. Toute personne qui a besoin de réfléchir à son projet, d'y voir plus clair, de pouvoir ouvrir sur d'autres domaines, voilà, qu'on puisse être nous ressources, donc sans durer dans le temps, à la demande. Donc c'est-à-dire que c'est les personnes qui sollicitent le professionnel pour avoir un rendez-vous, pas soumis à une notification MDPH, qui permet d'avoir un regard extérieur et neutre par rapport à un projet. Besoin de faire le point. Alors parfois dans le parcours aussi, les personnes sollicitent le dispositif pour faire un peu un état de lieu de tout ce qui a été fait. Est-ce que la personne aimerait aller plus loin ou être soutenue pour un nouveau projet? C'est-à-dire que parfois, c'est pas rare qu'il y a un projet, par exemple, sur l'insertion professionnelle qui commence à se mettre en œuvre et puis la personne a envie de pouvoir se concentrer peut-être sur sa vie sociale ou sa vie intime. Donc, voilà, donc ça peut être aussi dans ce sens-là. Système équitable de coopération. Alors là, je vous ai proposé une slide. Alors, je vais peut-être pas y en prendre trop de temps, mais c'est la manière dont on travaille au dispositif dans toutes les actions. C'est ce schéma-là, je dirais, qui guide la manière dont on travaille. Je pense que beaucoup connaissent la loi 2002 qui nous explique que la personne est au centre et puis les acteurs sont autour pour pouvoir réfléchir avec elle à son projet. Serge Ebelsold nous propose un peu cette manière de travailler dans le dispositif, c'est-à-dire que le projet de la personne est lui au centre, mais que la personne va être avec nous, professionnels, autour, hein, et que les échanges et objectifs des échanges, eh bien, le projet de la personne sont devenir, ce qu'elle a envie de faire, et que nous tous, on puisse voir de quelle manière on peut répondre à ce projet-là. Ce qui a un changement un peu majeur dans la manière
en tout cas, c'est ce qu'on vit au quotidien, de ramener la personne en situation de handicap dans les échanges. Donc ça nécessite parfois un ajustement en termes de communication, en termes de mots utilisés aussi, hein, parfois, voilà, qui permettent à la personne de prendre sa juste place dans les échanges sur des sujets qui la concernent. Donc un peu plus concrètement, tous les partenaires sont là pour la mise en œuvre concrète du projet, qui peuvent apporter des réponses réelles. La personne, elle, puisse présenter un peu là où elle veut aller. Et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc le facilitateur de choix de vie qui est représenté là par une bulle jaune, sert simplement, je dirais, de support à la personne, voilà, pour s'exprimer et pour pouvoir mener des échanges avec les partenaires, et qu'elle ait surtout la compréhension de la place de chacun par rapport à son projet. Je peux peut-être donner un petit exemple sur Bien sûr. Sur ça, où j'ai soutenu une personne sur Aix-en-Provence qui a eu un diagnostic trouble du spectre autistique sur le tard, une 30aine d'années, je crois, qui était complètement perdu, qui était en milieu professionnel, mais ça marchait pas, et elle avait beaucoup de mal. Et elle s'est rapprochée de Cap Emploi. Et elle n'a pas réussi à expliquer son projet auprès de sa conseillère, et du coup, il y a une rupture de communication avec sa conseillère, ce qui a bloqué un peu son projet professionnel, et elle ne savait plus du tout comment faire. Donc, elle a fait appel au dispositif pour un petit peu retravailler ce projet professionnel et réfléchir un peu sur son projet professionnel. Et au fur et à mesure des rencontres, l'idée, c'est qu'elle voulait vraiment exprimer ce qu'elle voulait auprès de sa conseillère Cap Emploi. Donc, en accord avec elle, elle a repris rendez-vous avec cette conseillère. Elle m'a demandé de l'accompagner pour être vraiment plus un appui physique, un soutien physique. Donc ça, on le prépare en amont. Donc on a été au rendez-vous tous les deux, et dès les premières phrases, premiers échanges entre sa conseillère et elle, il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas compris, ou elles ne se sont pas comprises, et la personne s'est complètement bloquée. Donc du coup, on a mis fin à l'entretien, et tout en expliquant un petit peu à la conseillère, moi j'étais présent, hein, c'est moi qui ai mis fin à l'entretien, parce que ça ne marchait pas. Et du coup, en disant à sa conseillère qu'elle allait reprendre rendez-vous, bien sûr, plus tard. Et donc, on a pu reprendre ça avec la personne, et repréparer un rendez-vous en amont. En accord avec elle, j'ai appelé sa conseillère, et en lui expliquant la situation, toujours avec la personne à côté de moi. Et donc, on a pu organiser une nouvelle rencontre où la situation a été vraiment différente. J'étais toujours présent, mais juste physiquement. Et là, la communication a pu être rétablie. Ils ont pu échanger. La personne a pu exprimer vraiment ses besoins et ses envies. Et suite à cette rencontre, j'ai plus une nouvelle, parce qu'a priori, l'objectif, le projet était l'objectif de renouer ce lien était réussi. Donc voilà le type un petit peu d'intervention qu'on peut avoir. Voilà. Merci, cet éclairage. Voilà, pour conclure, donc on a été identifié donc comme facilitateur d'accès au droit, comme fil rouge aussi tout au long d'un parcours, pouvoir être ressource à n'importe quel moment, comme dispositif d'appui à l'autodétermination, ce qui synthétise un peu ce que je viens de vous dire, et comme acteur de transformation de l'offre, en étant aux côtés des personnes pour pouvoir les informer voilà, de tout ce qui est possible, et qu'elles puissent être un peu auteur de leur parcours, et pas simplement faire des choix par défaut d'une offre existante. Voilà, avec un extrait du rapport de l'IGAS qui vient rappeler finalement un peu le rôle des facilitateurs dans cette volonté de transformation de l'offre. Voilà un petit peu sur le dispositif. Alors, je vous ai rajouté, peut-être parce que vous aurez accès au PowerPoint, je ne sais pas encore, mais
en tous les cas, des liens Internet, voilà, qui peuvent, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur le métier, surtout de facilitateur de choix de vie, de sa formation. Et voilà, il y a des petits liens comme ça Internet pour les plus curieux, si vous avez voilà, envie d'aller plus loin. Et nous vous remercions pour ce temps dédié au dispositif. Est-ce que vous avez des questions où on pourrait préciser peut-être? Merci à vous en tout cas de cette présentation. C'était clair et c'est vrai que vous avez parlé beaucoup d'autodétermination. C'est vrai qu'on l'entend pas mal et ça permet effectivement de pouvoir essayer de le rendre un peu plus concret et après que l'exemple voilà de Monsieur Lamotte, ça rendait la chose un petit peu plus comment dire concrète là-dessus sur qu'est-ce que vous pouvez faire et autres. Donc n'hésitez pas à formuler voilà vos questions, vos remarques dans la partie conversation. Moi, j'avais une première question, ça lancera peut-être la chose en espérant que je la place de personne, mais j'imagine qu'on doit vous la poser souvent. Vous avez dit effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une notification NDPH, il n'y a pas de souci avec cette idée quand même d'avoir dans le laps de temps de un an la notification derrière. Donc, qui dit notif dit dossier. Est-ce que dans la réalisation du dossier, avec la page blanche sur le projet de vie, vous aidez au remplissage ou vous aidez la personne à structurer et après c'est elle par ses ressources qui le fait? Quel est votre lien voilà, avec ce dossier MDPH? Est-ce que voilà, on peut vous demander certaines choses là-dessus ou vous êtes un petit peu à côté, en parallèle, mais ça va aider justement à ce remplissage? Ouais, alors merci de cette question extrêmement importante. Alors, on va pas remplacer, nous, la compétence d'un agent de la MDPH ou d'une assistante de service social, pour certaines qui sont d'ailleurs formées sur le dossier MDPH, l'ouverture de droit. Nous, par rapport au dossier MDPH, alors ce qui est un peu spécifique aux Bouches-du-Rhône, c'est qu'il y a Parcours Handicap 13 qui a un dispositif donc d'aide à la formulation du projet de vie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je me permets de le citer là. Donc, c'est des bénévoles en binôme qui, eux, sont vraiment leur mission sur le territoire en tous les cas. C'est de pouvoir aider une personne à formaliser ce projet de vie uniquement par rapport à le transcrire, je dirais, dans le dossier MDPH. Donc ça reste quand même un acteur central parmi tant d'autres. Là, nous, on vient en complémentarité, je dirais, sur cette action-là. C'est que le projet de vie, c'est pas que par rapport au dossier MDPH, bien évidemment, mais c'est quand même un accès aux droits fondamentaux qui passe par la MDPH. Donc nous, on peut être là pour aider à comprendre ce dossier. C'est-à-dire la place de la personne, par exemple, sur ce dossier, parfois juste à ce qu'elle se le réapproprie. Bon nombre de personnes qu'on soutient, le dossier MDPH, il a été rempli, formalisé par des professionnels et la personne elle-même n'a jamais eu le dossier dans les mains. Donc c'est pouvoir amener la personne à se réapproprier ça, je dirais le traduire en facile à lire, à comprendre, dit autrement. Donc avec des outils, pas mal d'outils qu'on a sur ce sujet. Et d'ailleurs, on va se mettre de nouveau au travail là-dessus parce on sent bien que c'est quelque chose, il va falloir qu'on arrive à créer des outils pour pouvoir le comprendre. Donc la complétude en elle-même, ça va pas être le facilitateur de choix de vie qui va être le plus aidant. Pour la complétude et la technicité, je dirais, de ce dossier, est-ce qu'il y a toutes les pièces, etc. Mais par contre, mon projet de vie, j'ai un projet de vie un peu à penser pour le traduire dans le dossier MDPH. On peut bien sûr être une ressource pour aider la personne à identifier finalement, dans mon projet, je fais une demande à la MDPH. La MDPH, elle va pouvoir y répondre de quelle manière, concrètement, qu'est-ce qu'elle propose, cette institution-là. Donc voilà, on va être là plutôt sur la réflexion autour du dossier, mais de la MDPH plus largement, et donc du coup forcément de l'accès bien évidemment au droit. Est-ce que ça répond à votre Super. question ou partiellement? Oui, non, ça y répond. C'était surtout pour apporter voilà, cette précision sur le rôle et voilà, le lien par rapport au dossier MDPH, parce que ce qui rend, nous, la chose parfois compliquée chez les professionnels locaux, c'est voilà, le dossier MDPH est assez conséquent. Alors certes, tout n'est pas à remplir, mais effectivement, toute la partie de présentation du projet de vie, on ne sait jamais trop comment, par quoi aborder, qu'est-ce qu'on peut demander, pas demander, qu'est-ce qu'on formule, comment est-ce qu'on le formule. Voilà. Et donc, du coup, ça pouvait être une réponse. Enfin, c'est la réponse à toutes ces questions qu'on peut se poser.
Et ça rejoint d'ailleurs la chose que nous dit Madame Céline Pierre. Est-ce que vous formez des personnes? Alors attendez, que je lise complètement. Nous avons été sollicités pour ce 8e rendez-vous pour vous présenter le dispositif. Je trouve que ce dispositif est très complet et dans les besoins et dans les globalités de la personne. La personne se sent bien écoutée et bien accompagnée. Formez-vous des personnes ou nous sommes simplement des personnes qui peuvent réorienter vers les personnes facilitateurs? Qu'est-ce que Alors, vous... j'ai pas compris la question. Alors, Et si j'imagine, nous-mêmes on forme, pardon? voilà, moi je la comprends comme ça. Alors peut-être, Madame Pierre, si vous réactivez votre micro, vous pouvez, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être dans les choses à apporter sur le terrain. Est-ce qu'il y a des temps peut-être de formation là-dessus pour éduquer, si je peux me permettre, ou sensibiliser, ou peut-être orienter, ou faciliter justement des fois les liens que peuvent avoir les professionnels locaux au travers voilà, de ce projet de vie face à la personne en situation de handicap. Il y a peut-être des... Alors, nous, à proprement dit, non, on forme pas. L'idée, c'est qu'on va faciliter la compréhension d'eux ou on va faciliter le raisonnement autour d'eux. Former les professionnels, non. Par contre, c'est pas rare. Vous allez tous et tous, j'espère, à un moment donné, rencontrer un facilitateur de choix de vie dans un entretien avec une personne concernée, où là, nous, on aura le rôle, effectivement, parfois de faciliter la communication ou la compréhension pour la personne ou pour vous en tant qu'acteur de la demande ou de la place que vous pourriez avoir auprès de la personne dans la mise en œuvre de son projet. Mais si la question était c'était pas sur le dossier MDPH, hein, non. Non, je pense que Non, non, c'était non. plutôt Ok. une espèce de formation professionnelle, voilà, de votre plus-value à vous, de pouvoir donner un petit peu des choses, des pistes ou des leviers sur lesquels les professionnels locaux pourraient s'appuyer pour justement aider les personnes à se poser, à travailler ce projet de vie, etc. Peut-être pas une formation pour devenir facilitateur, mais peut-être une formation pour aiguiller un petit peu les professionnels autour qui, voilà, parfois les personnes peuvent prendre contact avec vous. Peut-être d'autres non, et c'est dans ces cas de figure-là où, dans quelle mesure, voilà, il peut y avoir un soutien, on va dire, aux pros, peut-être. Ah oui, d'accord. Alors soutien aux pros. Alors si vous voulez, si on n'est pas avec la personne, on va pas pouvoir être d'une grande aide aux pros. Quel qu'il soit. Là, l'idée, ce sera peut-être des acteurs plus spécifiques. Alors là, je pense à la Bon. communauté 360 et au Mhm. DAC, on va dire qu'il y a les deux grands acteurs de coordination, en tous les cas pour le public handicap. Là où nous, non, on n'aura pas tant cette place-là. L'idée, c'est vraiment d'être aux côtés des personnes. Mais qu'on puisse être une ressource pour les professionnels qui peuvent être face à des situations ou face à des personnes où ça bloque, où on sent bien que le projet est pas si clair que ça, ou que la personne a peine à faire valoir ses droits auprès de tel ou tel acteur, où là, nous, bien sûr, on peut être une ressource pour la personne, enfin pour le pro qui Mhm. communiquerait nos coordonnées à la personne, je dirais de manière indirecte. Mais intervenir directement auprès des professionnels, non, pour le coup, ce sera pas nous, et puis je suis pas sûre qu'on soit une ressource la plus pertinente, voilà, si j'ai bien compris la question. Eh ben, j'espère avoir bien traduit voilà, ce que demandait Madame Pierre. Du coup, voilà, Madame Samer qui demande il y a possibilité d'avoir le PowerPoint. Donc ça, voilà, Monsieur Lamotte me l'avait fait parvenir. Je ne sais pas si vous voulez modifier, voilà, peut-être de me le Je vais vous refaire le parvenir. renvoyer Voilà, avec et moi, je le les renvoie derrière. coordonnées. Voilà. Super, super, super. Donc, Madame Pierre nous remercie. Donc, j'imagine qu'on a dû être assez proche de la question. Et donc, du coup, vous avez apporté une réponse. Donc, c'est parfait. On a Madame Aoudien qui nous dit, alors c'est plus alors c'est pas forcément une question sur le dispositif, mais plutôt sur une situation concrète avec une personne qui aurait besoin pour son enfant de 26 ans d'un projet de vie, mais elle n'arrive apparemment pas à vous contacter. Est-ce que ça serait possible de la contacter par derrière? Donc, au-delà de ça, c'est en termes de coordonnées, qu'est-ce que l'on peut, est-ce que vous avez, je me souviens plus, il y avait peut-être une slide là-dessus, mais est-ce qu'il y a une boîte mail, un numéro spécifique, est-ce que c'est possible, voilà, nous, en tant que professionnels, de vous orienter quelqu'un en disant est-ce que vous pourrez appeler cette personne ou est-ce que c'est forcément la personne qui vous appelle en direct? Voilà, en termes de modalité de contact, comment ça peut se dérouler? Ouais. Alors effectivement, je vais le rajouter. Vous voyez au PowerPoint, j'ai pas mis. En fait, je dirais trois possibilités pour entrer en contact avec nous. Alors il y a un mail générique.
Il y a un numéro de téléphone donc, qui est le mien, où je représente systématiquement nos missions, ce qu'on fait pas. Et parfois, ça peut être plusieurs rendez-vous pour être bien sûr que la personne, en fonction de ses besoins particuliers, comprenne notre mission et qu'il n'y ait pas un écart entre ce qu'on peut réapporter et la demande des personnes. Donc mail, téléphone, donc qui peut déboucher à des entretiens. Je peux aller présenter des dispositifs à domicile. La troisième, je dirais, c'est venir présenter le dispositif en personne lors d'un entretien avec un travailleur social ou du corps médical. Toute personne où ce serait aidant que la personne en situation de handicap ou sa famille soit présent quand le dispositif vient pour présenter ses missions, on le fait. C'est-à-dire qu'on va aussi vers. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas rare qu'on puisse prendre contact, je dirais, avec la personne de cette manière-là, en fonction des situations. Donc voilà, ou c'est une démarche, je veux dire, dans tous les cas, on est sur de la libre adhésion, mais déjà, le premier contact peut se faire par mail, par téléphone, ou alors lors d'un entretien avec un professionnel sur un entretien qu'elle aurait. Forcément de la personne ou un professionnel. Là, par exemple, si Madame Aoudia, derrière, vous renvoie un mail en disant est-ce que ça serait possible de contacter Madame Intel, qui est d'accord, bien évidemment, avec le principe, est-ce que c'est possible de le faire de manière indirecte ou est-ce que vous Oui, bien demandez? sûr. Ok, super. Oui, bien sûr, oui, on peut rappeler la personne tant qu'elle est OK, bien sûr. C'est un, voilà, c'est le De même toute principe manière, avec la. on prend toujours le temps qu'on recontacte la personne ou que la personne nous appelle de réexpliquer ce qu'on fait. Voilà. Mais si ça correspond aux besoins des personnes, on y va.